Rossi. Démographie, guerre et avenir. Et je pense que nous allons parcourir toute l'histoire depuis la dissolution de l'URSS jusqu'en 2035. En 1992, il y a eu plus de décès que de naissances en Russie. C'était la première fois en temps de paix. C'est à ce moment-là que tout a vraiment changé. Imaginez un pays qui, en 30 ans, a perdu autant de personnes que certains États n'en ont pas perdu, même pendant la guerre. Pas à cause des bombes, ni d'une épidémie. Pas de bombes, sans sécurité. À cause de la vodka, de la pauvreté, de ses propres décisions politiques. Et ensuite, ce pays a ajouté à ce bilan des centaines de milliers de morts et de blessés dans un pays étranger. Et encore des centaines de milliers de personnes ayant fui la mobilisation à l'étranger. Voilà l'histoire démographique de la Russie contemporaine. Et cela explique presque tout ce qui se passe aujourd'hui. De la pénurie de main-d'œuvre à l'incapacité de gagner la guerre. Guerre qu'elle a elle-même commencée. Alors, la croix russe. Comment tout a commencé ? L'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991 a déclenché des processus dont la Russie ressent encore les conséquences aujourd'hui. En 1991, la population de la Fédération de Russie était de 148,5 millions d'habitants. Dès l'année suivante, un événement s'est produit que les démographes ont appelé la croix russe. La courbe de la mortalité a croisé la courbe de la natalité et le pays est entré dans une période de déclin naturel et durable. La population. Ce tournant n'était pas un hasard. Il a été la conséquence directe de l'effondrement socio-économique systémique. L'hyperinflation a détruit les économies des citoyens. L'industrie s'est arrêtée, le système de santé s'est dégradé. La surmortalité masculine, principalement due aux maladies cardiovasculaires et à l'alcoolisme, a pris un caractère absolument catastrophique. Au milieu des années 90, l'espérance de vie d'un homme russe était de 57 à 58 ans. C'est le niveau des pays les plus pauvres du monde. 57 ans. L'espérance de vie moyenne d'un homme russe dans les années 90. C'est plus bas qu'en Afrique. Pendant la période soviétique, le taux de fécondité totale était maintenu à 2,2 enfants par femme. Cela correspondait à peu près au simple renouvellement des générations, à la reproduction. Après 1991, tout cela s'est effondré, atteignant un minimum historique en 1999. 1,16. C'est-à-dire pour une femme 1,16. Le renouvellement de la population. Les jeunes couples confrontés à l'instabilité économique ont massivement repoussé le moment d'avoir des enfants. Le logement est devenu inaccessible. Les écoles maternelles fermettent. Les perspectives d'emploi étaient non pour le moins incertaines. Le programme de capital maternité, introduit en 2006, a eu un effet temporaire. L'indice de fécondité a augmenté jusqu'à 1,78. Elle n'a jamais atteint 2,1 entre 2012 et 2015. Cependant, cette augmentation ne s'est pas avérée être un changement structurel, mais seulement un report des naissances dans le temps. Les familles ont simplement concrétisé des naissances reportées, mais le nombre final d'enfants n'a pas augmenté. Après 2015, le taux recommence à baisser de façon stable, et en 2025, il sera de nouveau à 1,4. La première vague d'émigration. Elle a emporté un grand nombre de personnes en âge de travailler. Donc, il y a eu une émigration ethnique dans les années 90 et 2000, des centaines de milliers de juifs, d'Allemands soviétiques, de l'intelligentsia créative, entre 1 et 1,5 million de personnes. La deuxième vague, c'est de 2014 à 2021, de jeunes professionnels qualifiés après l'annexion de la Crimée. Des développeurs informatiques, des scientifiques, des journalistes, des entrepreneurs. La troisième, la plus importante, a commencé le 24 février 2022. Rien que dans les premiers mois, la Russie a été quittée par, combien ? Environ 500 à 800 000 personnes. Et ensuite, encore plusieurs centaines de milliers d'hommes en âge d'être mobilisés sont partis après l'annonce de la mobilisation. Selon les estimations globales, en 2026, les pertes dues à la troisième vague s'élèvent à 1 million de personnes.
de jeunes hommes ayant fait des études supérieures. Chaque soldat tué, ce n'est pas simplement une vie, mesdames et messieurs, c'est aussi un futur travailleur, un père, un contribuable qui n'existe plus. La guerre en Ukraine est devenue la plus grande catastrophe militaire pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les services de renseignement occidentaux, le ministère britannique de la Défense et des centres d'analyse indépendants, les pertes irréversibles, c'est-à-dire les morts, en avril 2026 sont les suivantes. S'élever à environ 180 000 personnes. Le Kremlin a gardé les chiffres réels secrets. Il est important de comprendre le profil démographique des personnes décédées. La grande majorité sont des hommes âgés de 20 à 45 ans, le noyau de la population active et reproductive de la planète. Dans ce cas, il s'agit du pays. Le rapport classique entre les blessés et les tués dans les guerres modernes est de 3 pour 1, voire 5 pour 1. Appliqué aux pertes russes, cela signifie de 360 000 à 900 000 personnes blessées à des degrés divers de gravité. Une part importante concerne les amputations de membres, les traumatismes crâniens, les lésions de la colonne vertébrale, les traumatismes dus au souffle de l'explosion. Une catégorie particulière, l'onde de choc provoque des lésions cérébrales diffuses. Elles se traduisent par des troubles cognitifs, épileptiques et psychiatriques graves. Le trouble de stress post-traumatique touche, selon différentes estimations, de 20 à 40% des anciens combattants. C'est un nombre énorme. Le système russe de soins psychiatriques n'a historiquement pas été adapté au traitement de masse. C'est un héritage soviétique, quand les troubles mentaux chez les militaires étaient simplement ignorés. Ils n'existaient pas. Point final. Il n'y avait pas de sexe et il n'y avait pas de troubles mentaux. Les pertes totales, tués plus grièvement, blessés et invalides, en 2026 s'élèveraient vraisemblablement de 400 à 600 000 personnes. Au fait, si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et pour 4 $ par mois, vous aurez accès à la chaîne étendue, des contenus exclusifs et accès anticipé aux nouveaux contenus. Le lien sera dans la description. Maintenant, la question principale que le monde redoute. Des chars à la frontière polonaise. Des unités russes, des gars audacieux, ou peu importe comment on les appelle, en Lettonie, en Lituanie, en Estonie. Dans un sens strictement conventionnel, non. Cela veut dire que dans les 5 à 10 prochaines années, la Russie n'a pas de réelle possibilité d'attaquer l'OTAN. Il y a plusieurs raisons, et elles découlent directement de tout ce qui a été dit plus haut. La Russie supporte déjà en Ukraine l'effort militaire maximal dont elle est capable sans déclarer une mobilisation générale, avec toutes ses conséquences politiques et économiques catastrophiques. L'armée est épuisée, elle a perdu des centaines de milliers de soldats et d'officiers expérimentés, et elle a consommé une part importante des stocks soviétiques de matériel et de munitions. Ouvrir un second front contre une alliance militaire, dont le budget combiné en équipement est 20 fois supérieur à celui de la Russie, ce n'est pas une stratégie, c'est une catastrophe. Le déficit démographique rend la reconstitution des effectifs physiquement impossible dans les délais nécessaires. Depuis 1922, l'OTAN a radicalement renforcé sa présence sur le flanc Est. La Pologne développe l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe. La Finlande et la Suède ont rejoint l'Alliance. Mais cela a considérablement modifié la carte stratégique de la région baltique et de l'Arctique. La Russie a elle-même détérioré sa position stratégique en provoquant précisément l'élargissement de l'OTAN qu'elle prétendait craindre. Il y a cependant un point important. Il s'appelle l'arme nucléaire. Et cela change complètement l'équation. La Russie possède le plus grand arsenal nucléaire au monde, environ 6000 ogives. La dissuasion nucléaire fonctionne dans les deux sens. C'est précisément ce qui empêche l'OTAN d'intervenir directement en Ukraine, et c'est aussi le principal outil de pression de Moscou sur l'Occident. La Russie n'a pas besoin d'attaquer. Conventionnellement, il suffit de menacer d'escalade pour paralyser la détermination du partenaire. La véritable menace de la Russie pour l'OTAN est différente d'une invasion classique. Ce sont des sabotages d'infrastructures,
câbles, pipelines, chemins de fer, des cyberattaques contre les systèmes énergétiques, Désinformation. des campagnes de désinformation, soutien aux forces politiques radicales à l'intérieur de l'Alliance. Tout cela ne franchit pas le seuil de l'article 5, mais cela provoque du chaos et de la pression. Le seul scénario qui inquiète vraiment les analystes, ce n'est pas une Russie forte attaquant l'OTAN. C'est au contraire une Russie faible, acculée, une Russie qui commence à prendre des décisions irrationnelles, un régime qui voit. Une défaite militaire inévitable pourrait théoriquement pousser la Russie à un usage nucléaire limité, en comptant sur la peur de l'escalade pour forcer l'Occident à s'arrêter. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'escalade pour la désescalade. C'est elle, et non la guerre conventionnelle, qui constitue la principale source de risque. Il ne faut pas craindre une invasion physique de la Pologne ni de l'Estonie. Il faut craindre autre chose. L'imprévisibilité d'un régime qui possède des armes nucléaires et qui n'a rien à perdre. D'ailleurs, on pose parfois une question très intéressante. Et si la Russie et Israël entraient en conflit d'une manière ou d'une autre ? C'est hypothétique, bien sûr, mais c'est un scénario révélateur. Précisément parce qu'il met en lumière le véritable potentiel militaire de la Russie par rapport à un petit État, mais extrêmement développé technologiquement. Avant tout, une telle guerre est pratiquement impossible d'un point de vue géopolitique. La Russie et Israël entretiennent historiquement des relations pragmatiques. En Israël, environ 1 million de personnes viennent de l'ex-URSS. Les deux pays ont agi pendant des années en Syrie selon un schéma de déconfliction. Ils avaient des accords pour ne pas se frapper mutuellement, même lorsque leurs intérêts se croisaient un temps. Ils n'ont pas de frontières communes, pas de différends territoriales. Une guerre entre eux aurait nécessité plusieurs enchaînements d'événements incroyables. C'est donc plutôt une sorte d'expérience de pensée. Néanmoins, si l'on raisonne purement hypothétiquement, il n'y aurait pas de vainqueur, précisément parce que les deux États possèdent l'arme nucléaire. La Russie officiellement, Israël officieusement. Selon différentes estimations, l'arsenal israélien compte entre 80 et 400 ogives. Cela signifie que toute tentative de mener contre Israël une attaque menaçant son existence activera immédiatement la soi-disant doctrine de Samson. Autrement dit, ébranler le monde pour qu'il s'effondre sur la tête de tout le monde. C'est une riposte garantie contre l'agresseur. Israël a déclaré de façon absolument claire qu'il agirait ainsi. En ce qui concerne les capacités conventionnelles, Israël possède l'une des armées les plus technologiquement avancées au monde. Par habitant, ses forces aériennes sont équipées de F-35 et de F-15. Les pilotes se les sont formés à un niveau que, du moins en Ukraine, l'aviation russe ne démontre clairement pas. Les systèmes de guerre électroniques et les capacités cybernétiques israéliennes sont de tout premier ordre, même selon les normes de l'OTAN. Une défense aérienne à plusieurs niveaux, le dôme de fer, la fronde de David, Arrow. Il n'assure qu'une très forte densité, une couverture dense d'un petit territoire. De plus, la Russie et Israël n'ont pas de frontières communes. La Russie devrait projeter sa puissance à travers la Méditerranée. Et ce faisant, elle entrerait automatiquement en conflit avec les États-Unis, qui ont des engagements fermes envers la sécurité d'Israël. Conclusion. Dans un affrontement conventionnel, Israël est capable d'infliger à la Russie des pertes inacceptables et de défendre avec succès son territoire. La Russie ne peut physiquement pas conquérir Israël, c'est trop loin, trop coûteux, trop risqué. C'est un cas classique où il n'y a pas de vainqueur au sens traditionnel du terme, et le conflit lui-même se terminerait par une catastrophe pour les deux pays. Revenons à la Russie. À la démographie et à la pénurie de main-d'œuvre, la crise démographique se manifeste dans l'économie, avant tout par le manque de main-d'œuvre. En 1925-1926, la Russie enregistre un niveau record d'offres d'emploi non pourvues. Vous savez combien ? On ne peut même pas l'imaginer. C'est autant de personnes qui vivent en Israël, 45 millions d'emplois. Le chômage est officiellement bas. Cela ne reflète pas la prospérité, mais une grave pénurie de main-d'œuvre. Les salaires réels.
Ils ont été multipliés par 1,52 entre 2022 et 2025. Ce n'est pas dû à la croissance de la productivité, mais à la concurrence pour une main-d'œuvre en diminution. Cela alimente l'inflation qui reste à des niveaux à 2 chiffres. Le complexe militaro-industriel a attiré une part importante de la main-d'œuvre. Là-bas, les usines de défense fonctionnent en 3 équipes, en offrant des salaires inaccessibles au secteur civil. En conséquence, les hôpitaux, les écoles et les industries civiles connaissent une grave pénurie de personnel. Le potentiel scientifique et technique de la Russie a toujours été l'un des principaux atouts du pays. La guerre lui a porté un coup dévastateur. Selon les estimations des associations informatiques, rien qu'en 2022, entre 100 000 et 150 000 spécialistes en informatique ont quitté la Russie, dont 50 000 spécialistes IT. Beaucoup se sont intégrés en Arménie, en Géorgie, en Israël, aux Émirats et en Allemagne. Et ils n'ont pas l'intention de revenir. La science académique est coupée de la communauté scientifique mondiale. La participation aux conférences internationales est limitée. Les publications conjointes sont devenues juridiquement risquées. Les abonnements aux bases de données étrangères sont gelés depuis longtemps. L'âge moyen du chercheur russe ne cesse d'augmenter. Mais c'est un signe certain du déclin de l'école scientifique. Les sanctions occidentales ont interrompu les livraisons de microélectronique, de machines-outils à commande numérique, d'optiques et d'alliages spéciaux. Les schémas de contournement via la Chine, les Émirats et la Turquie permettent d'importer des composants, mais ils ne comblent pas le retard technologique. Le développement de drones modernes, de systèmes d'intelligence artificielle et de missiles hypersoniques nécessitent des spécialistes de niveau mondial. Ils deviennent de plus en plus rares. Le marché civil de consommation, que la production russe n'est pas en mesure de satisfaire. Et la dépendance envers la Chine ne cesse de croître. La Chine impose ses conditions de plus en plus strictement. C'est naturel. Selon les estimations des démographes indépendants, si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, la population de la Russie diminuera à 138 millions d'habitants d'ici 2035. Le facteur clé. L'écho démographique. Qu'est-ce que c'est ? La génération peu nombreuse des années 90 arrive à l'âge de fécondité maximale, et elle ne peut assurer la croissance de la natalité. Le nombre de femmes âgées de 20 à 35 ans a diminué d'environ 1/3 par rapport au début des années 2000. Aucune prime à la naissance ne changera cette arithmétique. D'ici 2030 à 2035, il y aura un travailleur et demi pour chaque retraité. C'est un signe avant-coureur d'une crise des retraites et d'une augmentation de la charge sociale sur le budget. Le retard technologique par rapport aux principales puissances va s'aggraver. Dans quelques décennies, le pays risque de se retrouver dans une situation où il ne pourra physiquement plus produire du matériel militaire du même niveau de complexité. Que se passe-t-il ? Ce qui est produit aujourd'hui. Il ne pourra pas atteindre le niveau de complexité qui existe aujourd'hui. Et ici, il est important de comprendre. En démographie, le futur proche correspond à un horizon de 10 à 15 ans, parce que toutes les personnes qui entreront sur le marché du travail en 2035 sont déjà nées. Les décisions prises aujourd'hui donneront leurs premiers résultats tangibles dans 18 à 25 ans. Les problèmes démographiques de la Russie sont déjà largement déterminés. Au moins pour 2 décennies à venir, peu importe ce qui sera décidé demain. La crise démographique en Russie est une tragédie pour des millions de personnes. Des destins réels, des familles détruites, des découvertes jamais réalisées. Il est impossible d'en parler sans compassion pour ceux devenus victimes, non par leur choix, mais par ceux des autres. Mais si l'on prend de la hauteur, si l'on élargit la perspective, sur l'Europe, sur l'ordre mondial, sur les perspectives de sécurité à long terme, le tableau est différent. La Russie de 2035 sera bien moins capable de mener une agression militaire à grande échelle que la Russie de 2022 parce qu'elle sera devenue plus sage. Simplement parce qu'elle n'aura plus assez de population. Il n'y aura pas d'argent, et il n'y aura pas de technologie.
La démocratie est un frein ferme mais fiable aux ambitions impériales. L'histoire connaît des exemples où des pays qui semblaient en tel condamnés ont trouvé une issue. L'Allemagne après 1945, le Japon après les mêmes bouleversements, la Corée du Sud qui s'est relevée de ses cendres. Le chemin vers la guérison commence toujours par un diagnostic honnête. Et c'est pourquoi il est important d'appeler les choses par leur nom, ne pas céder à la panique ni aux illusions. L'Europe est aujourd'hui plus forte, plus unie et mieux armée qu'elle ne l'était en 2021, l'OTAN s'est élargie. L'Ukraine a tenu bon. Et la démographie est une force lente mais implacable. Et aujourd'hui, elle agit contre le revanchisme et non en sa faveur. La démocratie, où ça ? La démographie, c'est le destin, écrit d'une main lente mais implacable. La Russie lit cette inscription depuis déjà 30 ans sans vouloir l'admettre. Mais c'est précisément cette inscription qui est notre principale source de lucidité, d'un optimisme calme. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et pour 4 $ par mois, vous aurez accès à la version enrichie de la chaîne, à des analyses exclusives et à un accès anticipé aux nouveaux contenus. Le lien est dans la description. Mesdames et messieurs, toutes les estimations chiffrées des pertes militaires et de la migration sont basées sur les données des services de renseignement occidentaux, des recherches démocratiques indépendantes, des sources ouvertes telles que Mediazona, Histories, Isled, UCMOD, Rostat et d'autres similaires. Les chiffres officiels russes sur les pertes militaires sont inaccessibles ou volontairement sous-estimés. Donc il faut utiliser une multitude de sources d'informations afin de, partant du principe que tout le monde ment, comprendre où se trouvent leurs points communs. C'est tout. Donc nous terminons ici et à la prochaine fois. Je pense qu'on se retrouve demain. Au revoir.